Ensemble avec toute la délégation qui m'accompagne dans cette tournée, nous vous transmettons les salutations de notre cher parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et de son président, M. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Avant d'aller plus loin, je profite de cette occasion pour dire merci aux milliers de combattantes et combattants de l'UDPS, ainsi qu'à toute la population du Kassa oriental et de la Lomami pour l'accueil et la mobilisation que nous avons chaque fois bénéficié lors de notre arrivée et meeting dans chacune des villes, territoires et villages que nous avons visités. Le remerciement s'adresse également à vous, membres de la presse, d'abord pour tout ce que vous avez fait nuit et jour afin de donner à la population une bonne information, ainsi pour votre accompagnement pendant la tournée qui, après Mbujimaï, nous a amenés successivement dans les villes, territoires et villages ci-après, Chilenge, Lupatapata, Mweneditu, Luputa, Nandajika, Miabi, Boya et Kabea Kamanga. Mesdames et messieurs, ma communication avec vous ces jours est articulée sur 3 points, à savoir 1. Le but de ma tournée dans les différentes structures de notre parti, la situation politique de l'heure, la situation économique du Kassa oriental et l'Omami telle que vue par moi et ma délégation. Du but de ma tournée, comme vous le savez, le 1er février 2017, quelque chose de très grave est arrivé à notre pays, de manière générale, et à l'UDPS de manière particulière. Il s'agit bien du décès inopiné du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, grand leader charismatique du peuple congolais. Cette disparition a laissé un grand vide, aussi bien dans le cœur des Congolais qu'à la tête de l'UDPS dont il était le président. Profitant de sa mort, l'ennemi du peuple congolais, le régime tortionnaire actuellement au pouvoir, a tout essayé pour détruire le parti laissé par cet illustre disparu. D'abord, en récupérant certaines personnes rejetées du parti, à qui mission a été donnée de procéder au débauchage au sein du parti afin de le déstabiliser et d'émietter ses structures de base. C'est ainsi qu'après sa brillante élection au congrès extraordinaire tenu à Kinshasa du 30 au 31 mars 2018, l'actuel président du parti avait en date du 4 avril 2018 au centre de conférences Caritas réunis dans une séance de travail tous les fédéraux du parti, où notamment il leur a annoncé cette tournée que nous faisons pour la redynamisation du parti. Dans toutes les fédérations, sections ou cellules où nous sommes passés, au-delà des meetings populaires que nous avons tenus, nous avons eu des séances de travail avec les responsables du parti de ces contrées-là. Je m'excuse. Ces différentes séances ont permis de dissiper certains malentendus et de résoudre des crises que ces structures du parti couvaient. Arrivé au bout de cette première étape, je m'estime plus que satisfait du travail accompli dans le cadre de la redynamisation du parti, car je laisse derrière moi des structures du parti réunifiées et déterminées à vaincre toutes sortes de fléaux qui rongent notre parti
et abouter hors de notre territoire cette ignoble dictature. De la situation politique de l'heure, mesdames et messieurs, notre pays traverse actuellement une crise politique chaotique, liée essentiellement à la crise de légitimité et d'illégalité dans le chef de ceux qui les dirigent. Le mandat du premier d'entre eux s'étant épuisé depuis le 19 décembre 2016. Il devait, pour la rallonge d'une année, gérer le pays conformément à l'accord global inclusif signé au centre interdiocésain sous les bons offices de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en cible. Cet accord prévoyait la tenue des élections dans 12 mois pendant lesquels la gestion du pays devait être équilibrée entre la majorité et l'opposition. Malheureusement, ces illégitimes dirigeants n'ont rien respecté de cet accord, allant jusqu'à proposer un calendrier électoral qui prévoit les élections largement au-delà de la date prévue dans l'accord. Comme si cela ne suffisait pas, la CENI, la véritable caisse de résonance de ce régime, après avoir délibérément corrompu le fichier électoral en y insérant frauduleusement près de 10 millions d'électeurs fictifs, tente d'exiger le vote électronique ou semi-électronique comme il veut le dire, pour sans nul doute lui faciliter la tricherie à grande échelle. Tout en appelant ces candidates et candidats à s'apprêter pour affronter les élections et assurer au parti une victoire démocratique à tous les niveaux, l'UDPS rejette catégoriquement et sans autre forme de procès la machine à voter que tente illégalement d'imposer M. Corneille Nangaa et exige la mise à l'écart de tous les électeurs fictifs. Par ailleurs, ma tournée dans la province du Kassa oriental et de l'Omami m'a permis de palper avec précision la quasi-démission de soi-disant autorités administratives et politiques à la tête de ces provinces. Ces provinces sont comme des bateaux en train de tanguer et sans capitaine, pouvant même tenter de sauver le passager pour les amener à bon port. À la place des autorités politico-administratives, j'ai vu de mercenaires dont le seul objectif est leur enrichissement personnel au mépris du bien-être collectif. Le cynisme de ce pouvoir est allé plus loin en créant le phénomène Kamwina Nsapu pour, d'une part, empêcher la tenue des élections transparentes, bloquer l'alternance au sommet de l'État et d'autre part, nuire l'UDPS et même provoquer sa disparition de la scène politique congolaise. Les villes, territoires et villages se meurent par manque d'infrastructures vivrières et routières. La population n'a ni eau potable ni électricité. La démission des autorités a atteint son comble au point que même les bâtiments administratifs et les résidences officielles sont dans un état de délabrement très avancé. Le gouvernorat et la mairie de la ville de Mbujimaï en sont de parfaites illustrations. De la situation économique du Kassa oriental et la Lomami. Mesdames et messieurs, l'ancienne province du Kassa oriental, qui pendant un moment a été considérée comme poumon économique du pays, est aujourd'hui incapable de nourrir ses enfants. L'AMIBA, entreprise phare de cette province, est aujourd'hui en faillite. Il n'existe aucun projet sérieux pour sa relance. Le manque de vision de gouvernance associé à la cupidité qui caractérise ceux qui sont à la tête de ces provinces font qu'aujourd'hui, l'économie de ces provinces soit totalement par terre. Les opérateurs économiques, les commerçants et les trafiquants y sont traqués comme des malfrats, surtout lorsque le caïd apprend qu'ils ont fait une bonne affaire. Par manque de routes, de dessertes agricoles,
les jeunes des villages ne savent plus s'adonner aux champs, ne pouvant écouler les récoltes, et ceux des villes n'ayant pas de moyens pour étudier, ou après les études ne sachant pas trouver d'emploi pour vivre, se sentent dans l'obligation de quitter leur terre pour aller chercher la survie ailleurs. À la place de réfléchir sur comment sortir ces provinces de ces chaos, tout en but, ces autorités se permettent à des moments de distribuer de l'aumône à la même population victime de leur détournement, avec espoir de saturer leur faveur. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Peuvent signaler l'identité, c'est-à-dire l'organe de presse. Après, quand vous posez la question, le secrétaire général va répondre. Je vois qu'il y a déjà une liste de gens qui ont demandé des questions. Il y a... Oui, madame. Je suis là pour le compte de Appareil RDC. C'est un média en ligne. J'ai quelques questions à poser au secrétaire général de l'UDPS, M. Jean-Marc Kabunda Kabund. Vous avez dans votre discours élevé le fait que l'UDPS rejette catégoriquement la machine à voter. Et nous savons tous que la CENI est en train de sensibiliser la population pour aller aux élections avec la dite machine. Alors, au cas où la CENI imposerait les élections seulement avec la machine à voter, que ferait l'UDPS? Ça, c'est ma première question. Et puis, ma deuxième question est celle de savoir en quel état se trouve l'UDPS en général pour le moment, parce que nous savons qu'il y a assez d'ailes de l'UDPS, entre autres l'UDPS Tchibala et les autres. Il y a aussi une question de savoir qu'en est-il du rassemblement, parce que déjà, il y a la création d'une nouvelle plateforme électorale qui est ensemble, qui soutient la candidature de M. Moïse Katumbi. Et puis, ma dernière question, c'est celle de savoir, êtes-vous prêt? Donc, la libération de M. Jean-Pierre Bemba fait-elle peur à l'UDPS? Merci. Congolais. Tu me demandes si la CENI persistait avec la machine à voter, quelle sera notre réaction. Mais vous savez, il faut d'abord dire au peuple que notre constitution exclut totalement l'hypothèse des élections par voie électronique ou même semi-électronique. Et des deux, M. Nanga, que j'appelle affectueusement le très très grand kabiliste, dans son calendrier électoral, vous vous en doutez, nulle part où était fait mention de la machine à voter. Parce que c'est même bien prévu là-dedans l'impression, une durée prévue pour l'impression de bulletins de vote. Alors, d'où nous vient cette machine à voter qui nous tombe comme du chevet dans la soupe? Nous disons que nous avons des arguments solides pour continuer à exiger un vote à bulletin et non par machine. Mais si Nanga continue à s'entêter, l'UDPS, mais je crois aussi que ça sera la même attitude pour les autres partis politiques acquis au changement. Nous prendrons acte de la mauvaise foi de Nanga et par voie de conséquence, nous prononcerons contre ces élections. Parce que nous n'irons jamais aux élections pour accompagner une supercherie électorale. Donc nous, l'UDPS, nous pensons que les prochaines élections doivent réellement concrétiser l'alternance dans ce pays. Et cette alternance ne peut passer que par des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Si on nous impose des élections à travers la machine à voler, mais vous n'avez pas fait mention dans vos questions du fichier électoral. J'ose croire que certains d'entre vous me poseront cette question, mais j'essaie d'anticiper tout de même. Il y a aussi un problème très difficile, que je considère même plus grave que celle de la machine à voter. C'est le fichier électoral qui est corrompu.
qui contient à son sein près de 10 millions d'électeurs fictifs. Madame, pensez-vous qu'on peut aller à des élections comme ça, comme si on était des esclaves dans notre propre pays? Kabila a fraudé les élections en 2006. Il n'a jamais été gagnant des élections dans ce pays. En 2011, il a aussi usé du fait qu'il était au pouvoir, qu'il avait sa junte, l'armée, la police et les services de sécurité pour nous arracher la victoire. Mais cette fois-ci, nous disons non, nous n'allons pas l'accompagner à une supériorité électorale. Nous voulons des élections crédibles pour les gagner, bien évidemment. La deuxième question. Oui, le parti se porte très bien. Vous savez, après la disparition de notre président, nous avons eu un moment de tremblement. Je dirais, nous avons été secoués par la disparition de ce grand homme. Parce que de son vivant, il était bourré de charisme, de force, que nous les considérons comme le dernier rempart de ces partis. Et les jours qu'on nous a annoncé sa mort, il est vrai que nous avons tremblé, mais au fil du temps, nous avons fait preuve des vrais disciples de ces grands professeurs, de ces grands hommes d'État qui nous a appris à se prendre en charge. Aujourd'hui, sans peur d'être contredit, le parti se porte bien, malgré le petit problème qu'on peut rencontrer ça et là dans nos fédérations. Raison même de mon déplacement et de ma tournée, que je suis en train d'élaguer petit à petit. Hein, là où les gens se retrouvent, il y a toujours des petits problèmes entre eux, mais je suis très flatté par l'esprit du consensus qui caractérise les cadres de l'UDPS, parce qu'eux aussi comprennent que Tshisekedi n'étant plus vivant, il est maintenant question de se rallier derrière le nouveau leadership, d'être unis pour vaincre. Qu'en est-il du rassemblement? Le rassemblement existe et son président, c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, je me dois de vous dire que le rassemblement n'était pas une plateforme électorale. C'était une plateforme de pression dans le temps et sa mission était de bloquer le troisième mandat de Kabila, de bloquer la révision constitutionnelle qui était en vue par les kabylistes. Mais aujourd'hui, parce que les élections s'annoncent, il est de bon droit que les uns et les autres se constituent en regroupement électoral. Cela n'affecte en rien le fonctionnement du rassemblement. La libération de Mbemba, oui, nous sommes très contents du fait que Mbemba est libéré. C'est un fils du pays. De notre point de vue, nous pensons qu'il a été arrêté injustement. Parce que les faits lui reprochés ne se sont jamais passés au Congo, où il vivait. Les faits lui reprochés s'est passé dans un autre pays où il n'avait pas le commandement. Mais nous avons compris que c'était une histoire politique. Et bien aujourd'hui, si la justice internationale est blanchie, à l'UDPS, nous disons bravo. Et nous remercions le bon Dieu que ce digne fils du pays a retrouvé sa liberté. Mais quant à dire que nous avons peur, loin de là, notre parti UDPS est plus grand que l'MLC. Lui-même, Jean-Pierre Mbemba le sait. Il peut même l'avouer devant des gens comme ça. Il sait que l'UDPS est plus grande. Nous sommes la plus grande formation politique dans ce pays. Et personne ne nous fait peur. Personne. Merci beaucoup. Merci. Jean-Marc Gabon, secrétaire général, je tiens d'abord à vous féliciter pour votre courage. Vous venez de dire que l'UDPS est un grand parti au niveau de la République. Personne n'est payé vous le contredire. Et mes félicitations pour la tournée organisée ici dans notre province du Kasaï-Oriental. Je suis au Kasaï-Oriental, je maîtrise bien les partis UDPS parce que j'accompagne ces partis. Vous parlez des élections, le processus électoral a déjà commencé. UDPS avec ses militants qu'on a quand même trouvés sur terrain, ils ont sensibilisé la population à l'enrôlement. Et la population a été enrôlée. Suite, c'est un sacrifice de certains combattants. S'il faut me référer à la Bible, Jésus avant de partir, ses disciples lui ont posé la question,
maître voulait déjà partir. Alors nous qui avons tout laissé, quel est notre sort? Tshisekedi, avant de mourir, il vous a laissé quand même, vous êtes là. Vous dites que vous incarnez sa politique. C'est une bonne chose. Mais ici au Kasaï oriental, si vous avez incarné cette politique, que dire des autres combattants qui sont aujourd'hui ils sont à gauche, demain ils sont à droite? Nous les connaissons très bien. Ça c'est la première question. L'IDPS prend les bonnes valeurs démocratiques. Vous avez les slogans que les médiocres dégagent, tout ça. Et si au sein du parti il y a les médiocres, que ferez-vous d'eux? L'IDPS est un grand parti politique qui prend la démocratie. Quelle est la place de la femme au sein de l'IDPS? Parce que je suis femme, hein, mais je ne vois pas la femme de l'IDPS debout. Nous sensibilisons les femmes, nous animons des émissions des femmes. C'est difficile de trouver une femme au sein du parti. Si elle est là, il faut la stimuler pour qu'elle parle. Qu'est-ce que les partis pensent pour la femme? Est-ce que la femme sera-t-elle alignée parmi les listes ou bien sa place c'est d'acclamer les hommes? Ça c'est un, de deux. À Tshilenge, vous avez dit, parce que j'étais avec vous à Tshilenge, dans votre discours, vous avez dit, on m'avait présenté des sacs. L'un contenait du sable et l'autre avait de l'argent. Vous avez choisi les sacs qui contenaient les sables. Ça veut dire que vous avez accepté de servir ces peuples, ces paisibles citoyens. Si vous avez cette conscience et que les autres pouvaient choisir les sacs d'argent, quelle est leur place au sein du parti? Merci. Être banal, mais des questions très compliquées. C'est des questions vraiment très compliquées, mais je vais quand même essayer de répondre. Vous savez, chacun à l'UDPS s'est adhéré librement au moment voulu par lui. C'est ainsi qu'on a des combattants de premières heures qui ont adhéré dans ces partis dès déjà les années, début des années 80. Ils étaient là à la création du parti et il y en a aussi qui continuent à adhérer jusqu'à hier. Mais parce que nous avons tous adhéré dans ces partis à des moments et à des endroits différents, donc nous avons les mêmes convictions dans ces partis. Et ces convictions nous amènent à vivre ensemble. Mais les combattants qui se sont sacrifiés, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes ici, le parti ne peut pas les oublier parce qu'ils ont combattu, ils ont gardé haut la flamme. Et toute ma reconnaissance vis-à-vis de ces vaillantes et vaillants combattants, vaillantes combattantes et vaillants combattants, qui, durant des périodes difficiles après le décès du président, ou peu avant sa mort, faisaient quelque chose pour le rayonnement du parti, ici à Mbujimaï et dans le Kasaï oriental en particulier, en général. Je leur demande de continuer à travailler. Vous savez, quand on est responsable d'un parti politique, on n'est pas appelé à dire que tel est meilleur plus que l'autre, parce que ça peut créer des frustrations. Mais nous-mêmes, nous savons ceux qui travaillent dur, mais que le plus fort supporte le plus faible, que le plus lettré accepte et comprenne le moins lettré pour que le parti existe normalement, pour qu'il y ait équilibre. Sinon, si on a les combattants qui réfléchissent de la même manière, qui sont forts au même titre, parfois que cela posera des problèmes dans le fonctionnement même du parti. Il faudrait qu'il y ait aussi ceux qui sont très excellents, ceux qui sont excellents et ceux qui s'efforcent pour qu'il y ait équilibre au sein du parti. Mais néanmoins, ils sont tous combattantes et combattants de l'UDPS. Le sort des médiocres, je ne crois pas qu'à l'UDPS il y a des médiocres. Je ne crois pas. Les médiocres sont chez les voisins. C'est là qu'il y a des médiocres. En fait, madame, je dois t'expliquer une chose. Nous sommes un parti de masse. Et ce parti, à la base de l'UDPS, est très très exigeante. Des fois, lorsqu'on n'arrive pas à satisfaire cette base, on devient la cible de cette base.
cette base ne peut pas digérer que certaines choses se passent comme elles ne l'entendent pas. Nous sommes un parti par nature appelé parti de masse, ce qui sous-entend que notre base a une forte implication même dans les décisions que nous prenons. Nous l'écoutons, mais moi je ne permets pas qu'on dise qu'il y a des médiocres à l'UDPS parce qu'il n'y en a pas. Certes que chacun a ses limites, chacun a ses compétences, tout le monde ne sera pas au même pied d'égalité. Hein? Il faut comprendre, mais c'est toléré aussi mutuellement. À ce qui concerne les femmes, je dois d'abord te remercier. Hein. Tu es une femme courageuse, tu étais avec moi à Chilenge, je ne le savais pas. Je te remercie pour ça. Nous sommes un parti socialiste. Qui dit socialiste, met l'homme au centre de toute action politique et même de développement. L'homme, ce n'est pas l'homme au sens propre du terme, mais l'homme, on dirait l'homme et la femme. C'est l'être humain, hein, à vrai dire, la femme y compris. Mais n'oubliez pas aussi que il y a des traditions. Hein, il y a des traditions qui font qu'aujourd'hui, la femme elle-même s'est fait prisonnière. Elle ne veut pas son épanouissement. C'est ce que nous sommes en train de décrire aussi. Et nous sommes en train de voir avec les responsables, parce que j'ai même parlé avec le président fédéral qui est à mes côtés, pour lui demander carrément, parce que sur la liste, à la députation provinciale, il n'y avait qu'une seule femme, et c'est ce qui est inacceptable. S'il faut voir comment ajouter sur cette liste d'autres femmes, ça ne serait que justice. Mais vous savez, en politique, on ne se donne pas des cadeaux. Les femmes devraient faire un effort de se surpasser, de briser les chaînes ultimes des traditions pour être compétitives et ne pas nous poser, nous, les dirigeants de l'UDPS, des problèmes. Parce que, vous savez, c'est un parti de masse. Lorsqu'on essaye de demander à ce qu'on favorise tel ou tel, si tel ou tel n'est pas à la hauteur, ça nous pose énormément de problèmes. Mais je crois qu'ici, il y a une députée, une femme députée de l'UDPS, elle peut se tenir debout, elle est là. Députée nationale. Mais au niveau même de l'exécutif du parti, au niveau de l'exécutif généraux adjoints, nous avons deux femmes. Nous avons deux femmes comme secrétaires généraux adjointes. C'est déjà une bonne chose. Dans ma délégation, vous voyez que je suis accompagné par une femme qui est secrétaire nationale adjointe à la communication. Nous faisons un effort considérable d'ailleurs de promouvoir le genre au sein du parti, mais à la femme de faire un effort pour que ensemble les efforts consentis de part et d'autre puissent nous amener très loin. Et d'ailleurs, pour chiter, je dois ici dire à la presse qu'à l'UDPS, pour preuve que nous respectons la femme, il y a une commission statutaire dénommée Égalité femmes et hommes. Donc, nous faisons un effort au niveau du parti pour qu'il y ait un équilibre entre l'homme et la femme. Ben, je dois aussi dire que c'est plus la femme qui ne facilite pas la tâche, parce qu'il faudrait que la femme congolaise s'investisse en politique. Il faut que la femme congolaise fasse un effort, parce que la politique, c'est pas un cadeau qu'on donne sur un plateau d'or. La politique, c'est une compétition. C'est un combat, on appelle ça combat politique. Alors il faut que la personne elle-même se sente capable d'affronter ces combats, et nous viendrons en sus pour appuyer, accompagner cette gente féminine que nous voulons de tout notre vœu son épanouissement. Le père nous félicite d'abord pour votre engagement au parti. Je m'appelle Tercia Kabedi, de la radio Mon Carmen et Télévision, RMC.
Premièrement, parce que vous avez sacrifié votre jeunesse pour le parti, l'UDPS, et aussi pour votre attachement après la mort du président fondateur. Pensez-vous un jour basculer le pouvoir avant que l'UDPS n'accède au pouvoir? Première question. La deuxième, vous venez de faire la ronde de la province du Kasaï oriental, ancienne configuration, dont votre mission a été de redynamiser le parti. Croyez-vous qu'après votre départ, il y aura plus de dissensions au sein de l'UDPS El Tshisekedi au Kasaï oriental? Dans l'une de vos déclarations à Kinshasa, vous avez demandé à Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, de libérer le poste de rapporteur parce qu'il revient de droit à l'UDPS. Jusqu'aujourd'hui, Jean-Pierre Kalamba reste rapporteur de la CENI. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il quitte ce poste-là? Et hier, j'ai suivi dans l'émission Parole aux auditeurs le député national Christian Moleka qui a dit que Kalamba ne peut pas quitter la CENI parce que le pouvoir a beaucoup investi à lui. Face à ces déclarations, qu'est-ce que l'UDPS prévoit? Parce qu'il est un jour avant que l'UDPS accède au pouvoir. Bon, mais vous savez, j'ai toujours dit ceci. Jurer ici par tous les dieux, ça ne sert à rien. Parce que beaucoup l'ont fait. Du vivant même du président, beaucoup l'ont fait. Ils ont démontré combien ils étaient attachés à Tshisekedi, qu'ils ne pouvaient pas trahir, mais curieusement, ils ont fini par trahir. Tout ce que moi je demande au peuple congolais, c'est de m'observer, de me regarder. Et c'est ça l'important. Je ne vois pas pourquoi je peux aujourd'hui jurer. Parce que vous-même, vous avez vu avec vos propres yeux. Vous avez entendu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, madame? Vous avez vu vous-même. Je n'ai pas le sang de la trahison en moi. Je ne suis pas... En fait, je suis dans ce combat depuis très jeune. Très jeune, je me suis engagé dans ce combat parce que j'étais révolté des injustices. J'étais révolté de la dictature de Mobutu. J'ai adhéré à l'UDPS vers la fin des années Mobutu et jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai eu à faire face à plusieurs situations dont je n'ai pas cédé. Ce n'est pas aujourd'hui que je céderai parce que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Et le peuple nous observe. Vous voyez, madame, partout où j'ai passé, le peuple m'a ovationné. J'ai senti un amour que ce peuple manifestait vis-à-vis de moi. Et au fil du temps, je me suis fait prisonnier de ce peuple. Parce que plus le peuple manifeste de l'amour vis-à-vis de vous, et le peuple vous demande d'aller plus loin. Je me souviens qu'en passant dans un village, un petit garçon de 10 ou 11 ans m'a apostrophé pour dire « Kabound, Kabound, Koutrahir to, Koutrahir to ». C'était très interpellateur à mon endroit. Vous imaginez ces petits de 10-11 ans me dire « Kabound, Koutrahir to ». C'est pour vous dire que je suis engagé dans ce combat, pas pour les biens matériels ou pour moi-même. S'il faut que je devienne un autre Tshisekedi, je le deviendrai dans ma pauvreté, mais tout en restant constant dans ce combat jusqu'au jour où l'UDPS accédera au pouvoir. Non, je ne crois pas qu'après mon départ ici, qu'il y ait des dissensions. Parce que au Tempore, au Morencio, autre temps, autre mœurs. Il y a certaines choses que nous avons tolérées du vivant du président Tshisekedi que nous ne tolérerons plus. Nous avons laissé faire certaines choses. C'était à l'époque, mais maintenant nous allons sanctionner. Nous allons utiliser la politique du bâton et de la carotte. Ceux qui ne comprendront pas la nouvelle politique se verront chicotés. On n'a pas besoin d'entendre qu'à Mbujimaï,
il y a 3-4 sièges de l'UDPS, il y a 4 permanences, il y a ceux qui sont à gauche, à droite. Non, non, nous sommes un seul parti politique. S'il y a des réclamations à faire, on les fera ensemble dans l'unité. Nous n'accepterons plus qu'il y ait division. Parce que c'est un problème d'acceptation ou pas. Et bien, si nous qui gérons le parti, nous sommes déterminés à éradiquer ces mal qui nous a tellement affaiblis, donc les divisions internes, les tendances au sein du parti, nous allons arriver à bon port. Vous savez, nous sommes un parti de masse, je l'ai dit ici, dans tout parti de masse, il y a toujours des attachements. Il ne faut pas appeler ça tendance. Il y a des attachements, les gens manifestent un peu plus d'attachement des individus au sein du parti. Il y a des gens qui peuvent l'aimer, il y a aussi ceux qui peuvent l'aimer, mais c'est dans un même parti. Cela ne dit pas qu'il y a division, parce que ça s'appelle attachement à certains individus au sein du parti. Parce que nous sommes un grand parti de masse. Mais ce que nous ne tolérerons plus, c'est que quelqu'un quitte là-bas, il va quelque part, il se réunit avec les gens, il s'autoproclame. Non, nous n'allons plus accepter cela. Nous allons faire en sorte que les gens soient unis, ensemble, et lorsqu'il y a des problèmes, qu'ils les gèrent en grande personne et nous fassent les rapports. Mais parce que notre base est très exigeante. Si elle estime que telle ou telle autre personne ne convient pas, mais il y a des manières de le faire. C'est mieux de nous faire un rapport dans la discrétion, par exemple. Il ne faudrait pas qu'il y ait à l'interne, en toute discrétion, cela nous rendrait plus grand que les mettre sur la place publique, que c'est dans les réseaux sociaux et autres, que ces médiocres utiliseraient pour nous affaiblir davantage. Mais je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Et moi, à Kinshasa, nous avons réussi à faire ce que les autres n'avaient pas réussi. C'est parce que je suis un homme de rigueur. J'avais bien voulu que quelqu'un d'autre le dise à ma place, mais je l'ai dit parce que personne ne l'a dit. Je suis un homme rigoureux. Je tiens beaucoup à la discipline et au respect d'abord de la hiérarchie et au respect mutuel entre les combattants de l'UDPS. Parce que sans ce respect mutuel, le parti devient un jungle. Une jungle. Par la suite, si les désordres s'installent, la suite, on ne saura pas la contrôler. Là où il y a du désordre, vous savez, c'est la loi du plus fort qui gagne. Donc on ne saura pas avoir la maîtrise du parti. Vous savez, Etienne Tshisekedi, l'homme le plus charismatique n'est plus. Nous, on a peur d'entretenir ou de laisser les gens se comporter de n'importe quelle manière, parce que le parti peut basculer pour rien. Vous tolérez une histoire et demain, ça vous pose un problème énorme. Donc, nous serons très regardants au fonctionnement du parti, surtout ici en Mbuji-Mayi. Il y a des fédérations à problème, ces fédérations sont connues. Il y a notamment Mbuji-Mayi, Lubumbashi, Kananga, Chikapa, Bukavu, Mweneditu. Ces fédérations sont sous notre regard, ils sont sous l'aide du cyclone, comme on le dit. Nous les contrôlons de plus près et le mouvement de chaque cadre est très bien surveillé. À chaque moment, nous ne manquerons pas à rappeler les uns les autres à l'ordre, et ceux qui vont persister dans la salle de zone se verront être sanctionnés de la plus belle manière. Oui, parce que comment voulez-vous qu'ils soient protégés par les kabylistes? Donc, d'abord, tout part du rôle que les rapporteurs jouent à la CENI. C'est lui le patron du fichier. C'est lui qui constitue le fichier, qui le nettoie et qui le garde. Donc, le fichier est sous sa responsabilité. Mais comme vous le savez, le fichier est la base même des élections. C'est ça même les élections. Lorsque le fichier est corrompu, vous n'aurez jamais de bonnes élections. Mais lorsque le fichier est crédible, vous pouvez faire un effort d'avoir des élections crédibles. Parce que ces gens-là se préparent à la fraude électorale. Ils ne peuvent passer que par un fichier corrompu que Jean-Pierre Kalamba les servirait de tête de pont. Mais alors, nous disons que le monsieur doit partir. C'est conformément à l'accord que nous avons signé au Centre interdiocésain qui disait que le parti politique
ayant leurs membres à la CENI désireux de les retirer peuvent le faire. Nous n'avons rien inventé, c'est conformément à l'accord. Et c'est pourquoi nous insistons, nous signons et persistons que Jean-Pierre Kalamba ne peut pas rester à ce poste. D'ailleurs, j'avais déjà désigné en son temps son remplaçant. Et ce remplaçant est là. Nous attendons que la question soit débattue à l'Assemblée nationale pour que M. Kalamba ait d'autres tâches dans la majorité présidentielle. De la radio-télévision IPDI. Pour ne pas revenir sur ce que les conseils ont déjà dit, donc encourager le secrétaire général pour cette initiative, nous avons 5 petites questions. Il y a déjà une qui a déjà été balayée par la conseil par rapport aux retombées de votre récente tournée que vous venez d'effectuer. La première question, c'est en rapport avec la fameuse réunification du parti, c'est-à-dire à votre arrivée et également à l'élection du président Félix, vous avez envisagé réintégrer les membres de l'UDPS qui ont été chassés du parti, du vivant d'Étienne Tshisekedi. Vous avez appelé autrefois les brebis galeuses. Vous avez jugé bon de les réintégrer. Ma question est celle-ci. Ces députés ont été taxés de très consorts. Ils n'ont pas respecté la discipline du parti. Alors, pensez-vous qu'avec cette réunification, ces députés pourront rester dans la ligne droite du parti? Et si les mêmes problèmes revenaient, que fera peut-être l'UDPS pour que la confiance du peuple soit rétablie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à la situation économique des deux provinces, la province du Kassai oriental et celle de l'Oumanie. Vous avez personnellement déploré l'état des lieux de cette situation. Alors, l'UDPS étant un parti socialiste, comme vous l'avez dit, un groupe de pression, quels sont les mécanismes que ce parti mettra en exergue afin de pousser les dirigeants actuels à améliorer la situation économique de ces deux provinces? La situation politique, vous avez parlé, mais vous n'avez pas fait allusion à la candidature unique de l'opposition. Que dit l'UDPS en ce qui concerne la candidature unique de l'opposition? Parce qu'on a vu que du côté majorité, jusque-là, il n'y a pas un candidat. Mais du côté opposition, déjà, il y en a 3-4. Moïse Katoubi, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou qui a été aussi désigné récemment. Alors, que fera l'UDPS pour réellement aboutir à la candidature unique? Je crois que ce sont là. La dernière question, c'était celle que ma conseillère avait déjà balayée. Je dis et je vous remercie. Je déroge quand même à la règle. Chez toi, je commence avec la dernière question. De la candidature unique de l'opposition. Mon cher ami, le problème dans ces pays ne se pose pas dans ce sens. C'est un faux débat alimenté par les services de sécurité, les laboratoires de la Kabylie pour distraire l'opinion. Le débat à l'heure actuelle ne se pose pas comme cela. Le débat, c'est d'abord le processus électoral lui-même, sa crédibilité et j'en passe. Vous savez, ce débat est créé par le pouvoir pour préparer l'opinion quant à l'acceptation de la tricherie qui est en passe d'être opérée. Cela voudrait dire quoi? Qu'on dise à l'opinion que c'est parce que l'opposition n'avait pas présenté un candidat unique, raison pour laquelle l'opposition a perdu les élections. Mais non. En 2011, Étienne Tshisekedi avait gagné les élections haut la main.
avec plus de 55%. Il y avait combien de candidats de l'opposition? C'est un faux débat. D'ailleurs, nous, à l'UDPS, on est bien préparé pour affronter n'importe quel candidat. Qu'il soit avec nous à l'opposition ou la majorité, nous pensons, sans fausse modestie, que nous gagnerons ces élections. Et je ne suis pas belliqué, je ne suis pas belliqué. Loin de moi tout esprit d'orgueil. Mais je dis tout simplement la vérité. Mais cela aussi ne nous interdit pas de penser à cela. Si l'opposition peut comprendre que l'UDPS incarne le leadership dans l'opposition, c'est le plus grand parti politique, allons-y autour de lui, discutons sur un programme commun, voyons dans quel sens nous pouvons, ensemble avec l'UDPS, gagner les élections avec son candidat. Moi, je ne vois pas de mal. Je ne vois pas de mal que d'avoir un candidat unique. Mais ce que moi, je ne voudrais pas entendre, c'est nous soumettre à une sorte d'examen, d'étamisage. Mais non, non. Nous sommes quand même le plus grand parti de ce pays. Nous avons milité il y a de cela 36 ans. Nous ne pensons pas nous soumettre à un tel exercice qui, d'ailleurs, à mon humble avis, constitue même une insulte pour nous. Nous sommes l'UDPS que tout le monde connaît, cette machine qui broie tout à son passage, cette fille aînée de l'opposition que tout le monde connaît. Je vois mal pourquoi on peut faire des débats à ce sujet. Les débats aujourd'hui, c'est la crédibilité du processus électoral. C'est enlever cette question de la machine à voter, mettre de côté les 10 millions d'électeurs fictifs et aux urnes, chacun démontrera de quoi il est capable. Mais nous pensons que nous serons capables à l'UDPS de fédérer avec tout le monde afin de gagner ces élections. Mais si les uns les autres ne pensent pas comme ça, je crois que l'UDPS est capable de gagner ces élections avec son candidat et nous ne tremblerons jamais. Mais nous ne rejetons pas cette idée d'une candidature unique si elle venait, et estimant que c'est nous les bénéficiaires de cette candidature unique, nous ne pouvons que saluer une telle démarche. Ok. Ta deuxième question, c'est sur le plan économique. Mais apparemment, vous êtes un peu contredit parce que nous, on n'a pas d'alternative à proposer à ces dirigeants. Nous avons tout fait. Parce que vous avez dit que l'état économique de l'ancienne province est chaotique, mais que compte faire l'UDPS pour apporter des suggestions à ceux qui dirigent la province maintenant. Moi, je pense que ta question devait plutôt savoir que ferait l'UDPS demain sur le plan économique après la prise de pouvoir. Parce que ces gens ici, ils n'écoutent jamais. Qu'est-ce que nous leur avons pas dit? Quand vous les conseillez, ils vous prennent, ils vous mettent en prison. Parmi ces combattants, il y a ceux qui ont fait la prison, tout simplement parce qu'ils leur prodiguaient des conseils. Ils leur disaient que ce que vous faites là n'est pas bon, faites ceci ou cela, et bien, ces gens se fâchent. Donc l'alternative pour nous aujourd'hui, c'est que le peuple se débarrasse de ces turiféraires, de ces régimes compradoristes qui ne pensent en aucune fois au bien-être social et économique du peuple. Mais que fera l'UDPS? Je vous ai dit que nous sommes un parti socialiste. Nous mettons l'homme, nous mettons l'être humain. Oui, nous mettons l'être humain au centre de nos préoccupations, même de notre gestion. Vous savez, la première chose que l'UDPS fera pour garantir notre économie, asseoir une stabilité socio-économique, c'est d'agrandir les prisons. Nous allons agrandir toutes les prisons de la République pour y mettre des voleurs, ceux qui volent l'argent de la République, ceux qui ont volé avant notre accession au pouvoir, chacun rendra des comptes, et ceux qui s'évertueront à continuer de voler, lorsque nous serons au pouvoir, leur place sera en prison. Et là, on aura, d'une manière ou d'une autre,
mis fin à la corruption dans ces pays. Parce que ce qui tue ces pays, le grand mal qui a paralysé notre pays, c'est la corruption. Quand on y ajoute les détournements des deniers publics, croyez-moi, un pays qui est emprunt à la corruption à grande échelle, au détournement de deniers publics, ne peut pas avoir une économie forte. Ne peut pas espérer se développer. Vous vous développez avec quoi? Parce que tout l'argent va dans les poches des individus. C'est comme dans votre province ici, je constate que toutes les richesses de cette province vont dans les poches des individus qui, à longueur de journée, mettent quelques billets de petites coupures dans leur coffre pour jeter à travers les fenêtres de leur véhicule quand ils passent, et ils sont ovationnés pour ça. Mais dites-moi un peu, dans quel pays où on jette de l'argent comme dans ces pays? Pouvez-vous me dire que la province du Kassa oriental, dans son budget, avait prévu une rubrique distribution d'argent au peuple? Dites-moi, est-ce que c'est prévu dans votre budget? Parce que vous, les journalistes, vous êtes censés suivre aussi l'exécution du budget dans votre province. Il était élevé à combien? Il a été exécuté à quelle hauteur? Et quelles sont les rubriques qui ont été oubliées? Mais vous allez voir qu'il y a une rubrique dont on ne fait pas mention, mais dont des individus en panne de popularité distribuent d'argent pour être applaudis. Et ils sont là à la tête de vos provinces. C'est des pratiques que nous allons annuler dès que nous serons au pouvoir. L'argent de la République ou l'argent de la province doit construire la province. Et parce que nous allons combattre la corruption sous toutes ses formes, même la corruption morale. Et je crois savoir qu'après cela, l'UDPS, ayant instauré un climat des affaires sain, approprié, appellera des investisseurs sérieux dans ces pays. Aujourd'hui, ces pays n'ont pas d'investisseurs sérieux. Vous avez, je ne veux pas citer leur nationalité, mais qui sont dans tous les secteurs de la vie économique, qui vendent en détail comme les Congolais, parce qu'ils ne sont pas contrôlés, notre économie n'est pas réglementée. Et bien entendu, demain, nous aurons besoin de grands investisseurs qui vont nous apporter des capitaux frais, qui vont nous apporter des grandes entreprises et industries pour donner du travail aux Congolais. Et dans l'entretemps, l'argent qu'on aura récolté, parce que le budget de ces pays est estimé à plusieurs milliards de dollars, mais malheureusement, une bonne partie va dans les poches des individus. Quand on aura stabilisé le cadre macroéconomique de ces pays, à travers une rigueur, je ne dis pas qu'on va, nous sommes partisans de l'austérité, de la politique de l'austérité, mais je pense que la rigueur, elle est aussi démise pour un pays qui se relève d'un marasme économique comme le nôtre. Donc nous allons en même temps appliquer la politique de la rigueur sur le plan économique, afin de garder le plus possible un peu de moyens, afin de pouvoir à notre politique, et en même temps favoriser ceux qui peuvent venir investir, afin que cela crée d'emplois, crée des conditions économiques propices, et lorsqu'il y aura circulation des billets, circulation de la monnaie, on aura créé une classe moyenne. Dès qu'on a une classe moyenne, des gens qui savent se réveiller le matin, boire du thé, manger à midi et le soir, déjà l'économie décolle à partir de là. Parce que vous ne pouvez pas avoir une économie forte avec des gens qui n'ont pas d'emploi, des gens qui souffrent, des gens qui sont incapables de payer la scolarité pour leurs enfants ou même de se nourrir. Donc il faut commencer par créer une classe moyenne. Pour créer cette classe moyenne, il faut assainir notre environnement économique. Assainir cet environnement économique, donner des garanties aux investisseurs, et dès que ces derniers viennent ici, c'est tout. Ici, à Mbujima, nous pensons que des véritables investisseurs viendront pour relancer l'AMIBA. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir. Il ne faut pas écouter les discours démagogiques qu'on vous dit ici, oh 5 millions. Mais l'AMIBA ne peut pas se relever avec 5 millions. L'AMIBA exige des centaines de millions de dollars. Des experts l'ont dit. Ce n'est pas 5 millions qui va relever l'AMIBA. Et dans l'entretemps, l'AMIBA est là-bas, tué. Mais il y a quand même des petites entreprises minières à gauche, à droite, qui pillent les
diamants. Bon, je ne voudrais pas entrer dans ces débats, mais je dis demain, des grands investisseurs viendront investir à l'AMIBA, non seulement à l'AMIBA, mais aussi créer des grandes entreprises ici pour donner de l'emploi à la population, à la jeunesse, pour que demain, l'économie soit stable. Vous savez, moi je suis révolté quand je vois ces pays, les gens souffrir. Non, on ne pouvait pas souffrir dans ces pays. C'est juste question de bonne volonté. Parce que tout ce que nous avons comme richesse, ça se justifie par le fait qu'un politicien, du fait seulement qu'il fait beaucoup de bruit à la télé, il défend l'indéfendable, mais vous apprenez que dans son compte, il a des centaines de millions de dollars. Vous vous posez la question, où a-t-il trouvé tout ça? Tout simplement parce qu'il passe à la télé, c'est un tchapou, il parle beaucoup, il défend l'indéfendable, mais il a quand même des centaines de millions. Mais vous pouvez compter combien de millionnaires il y a dans cette majorité au pouvoir. Vous imaginez. C'est pour vous dire que ce pays a tout ce qu'il faut pour se développer. Mais demain, l'UDPS au pouvoir, nous n'accepterons jamais qu'on fasse des politiciens riches. Tu étais riche, tu les demeureras même si tu es au pouvoir. Si tu étais pauvre avant d'accéder au pouvoir, tu quitteras ce pouvoir pauvre. Mais pas pauvre comme on l'entend aujourd'hui. Mais une pauvreté acceptable parce que quelqu'un qui a servi la République ne pourra pas manquer un toit où dormir, il ne pourra pas quand même manquer un véhicule pour circuler, mais c'est le minimum. Mais quant à avoir des millions, toi qui n'avais pas des millions avant d'être en politique, mais une année après on s'aperçoit que tu as des millions, tu seras notre premier suspect. Donc c'est ça. En bref, vous savez l'économie, je ne suis pas économiste, hein, mais j'ai fait quand même un effort de parler économie. C'est un domaine très large. Je me limite par moment. Il y a eu ce qu'il y a eu avec ces députés parce qu'il y a eu un mot d'ordre qui avait été donné, qui n'a pas été respecté. Mais maintenant, nous avons tourné la page parce que le nouveau président a dit que le temps est à l'unification du parti. Et c'est lui le président. C'est lui qui engage le parti. Il en a décidé ainsi et nous nous inclinons. Il est vrai que parmi nos combattants, il y a des radicaux qui pensent que ça ne peut pas se passer ainsi. Mais nous leur disons tout simplement d'accepter parce que c'est la décision du président. Nous nous inclinons, mais ceux qui ne vont pas changer, cette fois-ci, c'est la dernière. Nous leur donnons la dernière chance et ils n'ont qu'à s'amender. De la parole, je vous dis aussi merci, monsieur le secrétaire général, de ces privilèges que vous faites à la presse et nous saluons tous les membres de votre délégation. En fait, j'avais aussi prévu cette question, mais je trouve que vous avez donné quelques éléments de réponse. Elle était générale, mais j'ai quelques volets. En fait, le fait que Étienne Tshisekedi, c'est André Rosé qui sont en zone là, ce chambre, affectueusement appelé Mwenantam. Pour la radio-télévision Kassavé. Certes, de son vivant, le président Étienne avait donné un mot d'ordre pour l'expulsion de ceux-là qui avaient siégé. Et à l'arrivée du président Félix, il ramène les prodigues au bercail. La question est celle de savoir, cet agissement aux antipodes n'est-il pas une façon de cracher sur la mémoire du patriarche? Et s'agissant du contexte, vous avez dit que c'était dans le contexte de l'unification du parti. Monsieur le secrétaire général, le Kasaï oriental, notre province, 10 ans avant, n'avait pas d'infrastructure que nous voyons au niveau de la ville. Certes, si nous prenons juste la ville de Bujumaï, ces boulevards, nous qui ne vivons pas à Kinshasa, nous prenons aussi ça comme boulevard. Il n'y avait pas d'infrastructures socio-culturelles de base. Mais vous, je vous donne quelques ouvrages. J'ai cité le boulevard Laurent-Désiré Kabila. Ici, il y a un ravin sépilaire qui s'est appelé ravin Balawatito. Même avant de rentrer en Bujumaï, je vous inviterai à passer là-bas et puis voir comment on y est. De rentrer en Bujumaï, en fait, vous m'excusez, avant de rentrer à Kinshasa et voir comment on a jeté un pont là-bas. Il y a également le stade Kachara Bonzo.
pour nous qui vivons ici en Mbuji-Mayi, c'est un stade moderne. Cependant, vous constatez ceci. Et je vous dis dans quel contexte? C'est dans le contexte où depuis 10 ans, si pas toutes les provinces de la RDC, mais la province du Kasaï oriental est sans budget d'investissement. Mais au finish, qu'est-ce que vous constatez? À la place des dirigeants, vous trouvez qu'il y a des mercenaires. Ce sont vos mots. Alors, vous avez dit à la place des autorités politico-administratives, bon, tout ça, il y a des mercenaires, des gens qui s'enrichissent. Ne trouvez-vous pas que c'est par l'amour de la province que l'on se bat comme les diables dans le métier, qu'on parvient à tout faire parce qu'en l'absence du budget d'investissement, vous avez vu quand la piste aéroportuaire de Bipem se dégrade, on envoie le fonds à l'est pour l'aménagement ou la réflexion. Ne trouvez-vous pas que cette province, elle est aussi dans le contexte du tribalisme? Et secondairement, excusez, j'étais surpris à Chilien de vous entendre parler en Chiluba. On m'avait demandé par la population de Mbuji-Mayi, c'est ainsi que Ndjingo est là. Fédération a eu des personnes Mbuji-Mayi, peut-être que nous l'avons dit. Tout et tout, vous avez tout eu des personnes. Mon activité est en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire. Il y a un sens. Tout le monde est en train de se faire. Un comité national qui est en confusion à entretenir, confusion à ma fédération. Et où vous avez même une campagne pour nous encourager à avancer. Et où vous avez même une campagne pour nous encourager, je te soutiens. Puis le Congo le bidin douane. Au moins, il faut que est-ce que si cela c'est vrai et cette confusion, où lui le nous sommet, où tout la yabani, mais bien c'est que bidjan et je kabia coincer que bidjan. Pourquoi le Congo doit complexe? Est-ce que nous avons une complexe? Je me bats le mouchikanda kanda. On voit que le premier ministre en pindi au fond de l'Ouambeni. Hatuwezi lete tuite pesa neno vukuseo. Mvumo voka bilu mugale Valentin mubaki do amba wani. Bientôt abi mitoyi di bana benza mu limité. Miko amyaba tumvu basokujinga kwa amba wani. Vous êtes un adolescent politique. Vraiment je peux une expérience politique. Aujourd'hui on veut bichouer particulièrement généralement mais ni bana betu bako abonu kimutu mvu bana chiti kimbara bategeta mu politique anyishi mu bijumu to ndi mvu bisike kwa mama kusikisha kabiti mvanje kumanya bwani UDPS ni bwa na tabukaleni UDPS ni bwa kaleni ba chifita babuni mu chimama ndo abukaleni article akayo wa constitution udi UDPS bon pour changer mon constitution et mon bon nous nous baigne le 2015 les lois chadi chintu cheni et nga vulu kumwambe wa classe moyenne ulu tushibo mwana mukasa oriental comme na classe moyenne ta sikidira ta une manière de cracher sur la mémoire de Tian Tshisekedi. La politique est dynamique et là c'est réalité. C'est un problème interne au sein de l'UDPS. Nous avons pris cette option et nous nous en tenons là. Le président Tshisekedi ne regrettera pas parce que nous avons réintégré les députés. Vous les avez vous-même appelés fils et filles prodigues. Mais dans la Bible, on dit qu'un père serait content de recevoir un fils prodigue plutôt que d'organiser un banquet pour celui qui était resté à la maison. Donc on organiserait mieux un banquet pour les fils et les filles prodigues qui sont rentrés plutôt que de le faire pour ceux qui sont dans la maison. Parce que ceux qui sont dans la maison sont dans la maison. Ta deuxième question, il y a 10 ans qu'il n'y avait pas des infrastructures. Tu as parlé du boulevard et du stade. Mais laissez-moi vous dire, mon cher frère,
que c'est humiliant. C'est même déshonorant pour ce peuple, les Ouest Kassaïens, de vivre dans les conditions que vous estimez être bonnes. Est-ce que vous savez que cette province est la capitale mondiale du diamant d'Israël? Et que les conditions dans lesquelles vous vivez sont... Les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui sont inacceptables. Parce que on accepterait ces conditions si le Kassa oriental n'avait pas dans son sous-sol du diamant. S'il n'avait pas tout ce qu'elle a comme potentiel minier et consort. Vous savez qu'au-delà du diamant, vous avez aussi d'autres minéraux ici. Vous avez du ciment gris et pas mal de choses ici. Mais vous avez aussi une jeunesse forte. Vous voyez des jeunes gens qui sont ici. Si on les mettait tous au travail, qu'est deviendrait cette province? On me parlait d'un boulevard, mais moi je n'ai pas vu un boulevard. J'ai vu tout simplement du poudre aux yeux. Ça ne correspond pas aux réalités que devaient vivre les Ouest Kassaïens. Vous parlez du stade. Ma question est de savoir si ce stade est construit par fonds propres d'un individu ou l'argent a été puisé dans le compte du Trésor public. Si ce stade a été construit par le compte du Trésor public, moi je dirais que c'est un détournement. Parce qu'aujourd'hui, si on posait la question au petit peuple, la priorité qu'a ce petit peuple, ce n'est pas ce stade. La province avait d'autres priorités que moi-même j'ai vues. Vous imaginez, pour faire 45 km de Mbujimaï, Kamwanga, nous avons fait des heures et des heures. Ça laisse à désirer l'état de route que j'ai vu là-bas. Celui qui a construit ce stade ferait mieux de construire cette route. Parce que là, non seulement que les cultivateurs de Kamwanga se sentiraient à l'aise, ils viendraient ici acheter les denrées de première nécessité et nous ramener les produits vivriers sans problème. J'ai fait aussi Ngandajik un peu partout là-bas, mais c'est absurde de voir la province du Kassa oriental telle qu'elle est, de se faire un stade, mais je pense que ça c'est de l'égoïsme de celui qui a construit ce stade. Parce que lui-même, il est le seul qui tire les dividendes dans ce stade avec son équipe de football, mais bon, s'il l'a fait sur fonds propres, je me demande pourquoi il ne l'avait pas fait quand il n'était pas gouverneur. Sûrement qu'il a puisé dans les caisses de l'État et il a construit ce stade qu'il appelle avoir construit sur fonds propres, qui n'est pas en fait une priorité pour les Mbujimaïens. Aujourd'hui, la priorité ici, c'est construire des routes, désenclaver les centres de production pour les centres de consommation. La priorité aujourd'hui, c'est créer un environnement économique favorable avec l'accompagnement de la petite et moyenne entreprise. Soutenir les cultivateurs sur le plan agricole. Partout où j'ai passé, vous imaginez Ngandajik qui était les greniers dans ce pays. Quand j'ai passé là-bas, on me disait que nous sommes affamés. Les gens me disaient que nous sommes affamés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route pour évacuer la production. Mais aussi, les agriculteurs ne sont pas accompagnés parce qu'il doit y avoir une politique appropriée sur le plan agricole. Et cette politique nécessite de moyens. Pourquoi cet argent qui a servi? Parce qu'il y avait un stade ici. Il y avait un stade, on y jouait des matchs. Si cet argent avait aidé à subventionner l'agriculture dans nos 5 territoires qui forment les 5 territoires de la province du Kassa oriental, aujourd'hui, on ne parlerait plus de la famine en Mbujimaï et partout ailleurs. Et ça serait un pas vers le mieux-être social. Mais le stade, me dire que ce stade est un développement, moi je te dis non, ce n'est pas un développement. C'est plutôt flouer le peuple. Le peuple a été floué pour le compte d'un seul individu avec son équipe de football. Il veut se faire valoir. Voilà comment on dit
un grappot qui veut grossir plus qu'un bœuf et donner l'impression que ça va mieux ici alors que ça ne va pas. Ce n'est pas une priorité. Moi, je ne trouve pas ça comme un point où il faut saluer un développement. Non, ce n'est pas tout le monde qui va dans ce stade. Voilà. J'aimerais bien avoir un beau stade. Parce que moi-même, je suis un fan de foot. J'aime bien l'équipe de Sangaba Lende. Quand elle joue, je suis très fier. D'ailleurs, je suis aussi... c'est parmi les équipes que j'aime bien, à part Mazembe. Il y a aussi Sangaba Lende. Mais il faut être rationnel. Non, il ne faut pas faire tout pour Sangaba Lende et négliger le peuple. Parce que si personne ne va à ce stade parce que tout le monde est affamé, un jour il se verra seul avec son équipe dans ce stade parce que les gens ne peuvent pas aller là-bas parce qu'ils sont affamés. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, pour conclure à cette question, le peuple Ouest Kassaya a besoin des infrastructures sociales de base. Donc, les hôpitaux, les écoles, les ponts, mais aussi, regardez un peu cette mairie. Parce que c'est à quelques mètres. Est-ce que ça a l'air d'une mairie? Ça n'a pas... Ce que vous appelez comme mairie dans cette ville, mais ça c'est une porcherie. Voilà. Mais ce que vous appelez comme mairie ici, c'est une porcherie. Voyez même le gouvernorat. Mais c'est ça, c'est trop sale. Les faïences qui sont mises au mur là, ce sont des faïences qu'on met dans des salles de bain. Et lui a mis, comme je vous dis la vérité, ce sont des faïences qu'on met dans des salles de bain qu'on a mis pour décorer un bâtiment aussi important comme le gouvernement. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien. Nous n'avons rien vu. C'est pourquoi nous plaidons, demain, dès que l'UDPS sera au pouvoir, on vous proposera un gouverneur qui vous présentera un programme de développement précis et sur base de ces programmes, nous allons développer cette province. Vous m'avez posé quelques questions, Anchilo. Voilà, j'ai répondu aussi à Anchilo. D'accord. Ujimunge Lukonko, c'est Ujulombola, Fédération Mbujimai Ingani. Ujulombola, Fédération Mbujimai Mukalenga Denis Kalongo. Il est là, il est à mes côtés. Yéya qui est président fédéral, nommé une décision Kuji Mukalenga Tien Tshisekedi de heureuse mémoire. Confusion va entretenir Kouchinsans. Oui, oui, vous avez raison. Yos Bidibien, c'est comme ma fédération, c'est l'œuvre des individus Kouchinsans, Bovnuma Kouentans, Bantouba. Mais, Ebe Jakouba du Kouchinsans, Bakwa Bilobwane. Nous ne tolérons pas bêtises. Nous tuons ce qui doit interférer dans le fonctionnement de la fédération. Nous nous sanctionner. Malons, à dire qu'il y a un département d'organisation. Beaucoup de départements d'organisation. Il y a une commission ou implantation, mobilisation et communication, tout gérer l'organisation. Tout chercher quoi en décision. Pas fédération campagne. Tout dit parti le mieux organisé. Tout dit pas manier c'est parti où est tout parti mouné. Tout dit nous bantu ba di batante ku di comporter mu chaji la bantu ba jina kaji kacha toi ngata bukalenga tout dit tout ba loje munje. Bon parce que tout pas manier ba tout ba mene ba chichi jaji lokunda munda ma lokunda. Mais tout un effort ba ni bantu pas tout tout ba vous voyez ma décision pour moi en tant que avant congrès. Bon, je vais dire que non, non, tu n'as pas de bande, tu es tout discipliné. Et quand le monde est musclé, son bané tout mis de baisse. Dis-moi que mon parti, je gagne une bande parce qu'on peut l'accepter là-bas comme ça. Mais toi, tu mis de baisse, tu dis une bande, tu vas millions et millions. Quand on me quitte, on monde tout quand tu poses problème. Nanko qui va vous ngata pour mingi signature et signé, nous voulons monter quand pendant tout le moment le bambé. Monter quand ça n'a tout le moment le bambé, c'était des intouchables. Quand il pinge, bah il bâche à la bonne souligne le jour, montions so, moi n'y monte parce que moi je suis tout dans un mouvement quand on peut t'abouger des ordres vont partir. Au du moins pour la bonne ou complexe.
Oui, mais vous savez, Koudji, adage mot français, la valeur n'attend point le nombre d'années. Aux âmes bien nées, Kubantu bajini destiné. Bunu babijimu kabutu chintu chansoro. Kadibo mu parti. Jabusho muntu juma kwamba bwana mjini bijimu ya bunu mumbi. Kadibo mu parti bijimu tu wa kale. Vous moutez le chibala parce que vous moutez. Jumo akuku rappeler boissé. Muntu wao poste d'abord à tout fondateur de Pesto. Poste du Wakumpa Lujo qui peut mon parti. Le 24 Mwanda Mukulu 2011. Secrétaire national adjoint. Kadi même mon parti. Du mot qui peut ma fonction. Calé. Je voulais que moi je occupé fonction. Je suis président fédéral depuis 2007. Vous, président sectionnaire, président cellulaire. Entre hier et même, nous sommes tous partis. Je veux dire tout mon onandé. Mon conférence nationale, je veux dire que tu parles la voyage, c'est que du coup, pour télévision. Il y a eu une conférence nationale, nous disons de la société civile, quand vous mis des festos. Quand vous mis des festos. Donc, nous ne sommes pas complexés. Quand on est une complexe, nous sommes un peu là. Tu dis pas chalet ni parti. Tu dis pas gérer parti bien. Pourquoi être complexé? C'est plutôt lui qui est complexé parce que il dit moins de bien ça, il dit ni bon échec. Bon, mais pas du bambin ni moi là. C'est toujours comme ça. Mais Macron doit diriger France en avant. Pourquoi banque ne va mettre Macron? Moi, non, hein? Wachini pas présent, pas pour nous pour le Africa, pas dit pas y a un péché rapport. Bon, le doigt pour le français. Bon, mais c'est ça. Toi, tu dois pour le motif parce que moi, pour la banque. D'ailleurs, tout le monde a bantu pour un chichi. Tu travailles l'école parce que tu es un politique français. Tu es pas beaucoup de monde. Tu as commencé à 4 langues nationales. Bantu pas vous parce qu'il y a des termes en français qui disent que les population va utiliser dans le chinois pas une vraie population. Tu es pas moins un chilou, un jingal, un kiko, un moussaï. Bantu pas vous une balai que la politique parce qu'il y a pas moins de tout. Après nous chinois yo kushima population phrase million sous duamba ni mwana muteketa muku nous mushimo. Donc c'est ça le problème. Moi je dis dans la classe moyenne ni tout mu créer. Qui na kokuto. Moi bout de classe moyenne kaba tu babanya pour makuta. Quand on makunvo ba tu pêcher makuta. Non. Parce que muntu yonsu il est censé kuno chai mujinda kuje mu 12 heures ni kuje jilo muntu akena makukulomba 100 francs. Moi buju mona bantu balomba makuta avec outrance bantu bamba tuji ninzala mabaka pena classe moyenne. Classe moyenne du makala kubishi ati miji muka yiko. Mumbu jimai momo est-ce que miji muji ko kwa. Donc chitu to amba chane pour les muntu pite ku télévision ni ku radio utiliser discours paternaliste. Discours de Apoudji Mokena du peuple, et Kenyela, Alekela. Alekela, Ayaki, Mujimu, Jimumani, Wane, Badibamani, Mujimu, Apoulologi, tout le monde. C'est une question qui était restée. Bon, article de la Constitution, où tu as changé la Constitution. Bon, mais pour le moment, tu dis pas une Constitution. Ikala mushindu dia kabeno bumbusha mukanu kabeno bajute kanu ti nipikala ba mediocre abombuka watoto kulukumono mushindu wa tot kulono jitu d'ailleurs peuple ngayen mwatu ambila bwana enza enunku mais bwa pinjeo dikala nuna tunu tos tubia tujiba tunona mais pour nous ntwimpa parce que tu dis tout garder stabilité impindio. Quand tu es dans la constitution, tu conduis tout qui n'a dit.
je me déclare l'homme le plus heureux ce soir parce que au moins j'ai la chance de prendre la parole après tout le monde. Après vous seulement. Je suis encore là. Je sais de quoi je parle. Oui, monsieur Serge. Oui. Monsieur le secrétaire général, Quelle chaîne? la radio Télé Notice. J'ai suivi de très près toutes vos adresses faites à travers votre tournée. J'étais avec vous à Bozola. J'étais avec vous à Chilenge, voilà. À Lukalaba, un peu partout. Mais il y a quelques déclarations, quelques grandes lignes venues de vous qui ont attiré mon attention. Vous avez dans votre adresse sur Bozola qualifié le peuple congolais d'un peuple naïf. Pourquoi? Parce qu'il a laissé, selon vous, le président Joseph Kabila au pouvoir, au-delà de ce que dit la Constitution. Vous avez déclaré, monsieur le secrétaire général, que l'UDPS, votre parti politique, est prêt à prendre le pouvoir bientôt, ce sont vos termes, et par tous les moyens possibles. Ce jeu de mots ne peut pas passer inaperçu. Prendre le pouvoir bientôt par toutes les voies possibles. Or, nous connaissons l'UDPS avec sa politique de non-violence comme mode choisi depuis plusieurs années. Mais quand vous dites que vous êtes prêt à prendre le pouvoir bientôt par toutes les voies possibles, quelles sont ces voies qui sont possibles? Parce qu'en dehors de la voie de la non-violence qui vous caractérise, voulez-vous prendre les armes? À quand cette lutte armée que vous allez bientôt prendre en République démocratique du Congo? Vous avez marqué l'histoire de ce pays, aussi l'histoire de ce parti politique, parce que vous avez eu contre vent et marée pris la ferme décision d'arriver jusqu'à la convocation du premier, enfin pas le premier, du congrès extraordinaire. Un congrès qui était inattendu pour tous. Un congrès qui était irréel pour beaucoup de gens. Vous avez tenu mordicus, le congrès a été tenu, nous savons les résolutions, mais il y a des cadres de ce parti qui vous reprochent certaines irrégularités. Ces cadres disent que Jean-Marc Abound, en convoquant ce congrès, a violé les statuts du parti. Monsieur le secrétaire général, je vous ramène à l'article 26 et à l'article 19 des statuts de l'UDPS. La première question, est-ce que vous ne reconnaissez pas, au nom de votre conscience, parce que vous vous déclarez honnête, que vous avez violé ces articles pour avoir convoqué seul les congrès de l'UDPS sans les concours, conformément à ces deux articles? Une autre question, c'est vrai, cette tournée que vous avez entamée n'a pas été facile. Vous avez annoncé que vous serez partout dans toutes les 26 provinces. Oui, c'est vrai. Mais pour la seule province du Kasaï-Oriental et l'Omami, vous avez pris 10 jours. S'il faut prendre la moyenne de 10 jours par province, nous avons 26 provinces. Vous prendrez combien de temps en tournée? Et ces déplacements-là, en termes d'argent, c'est coûteux. La chanson à l'UDPS, c'est que l'UDPS n'a pas d'argent. Mais quand vous prenez le risque d'entamer ce genre de tournée à travers un pays continent comme la République démocratique du Congo, avec 26 provinces aujourd'hui, où est-ce que vous tirez ces fonds, monsieur le secrétaire général? Parce qu'il y a des rumeurs que une main noire de ce que vous qualifiez de la Kabylie vous aurait prêté quelque chose. Une dernière question, monsieur le secrétaire général. Elle a été déjà évoquée par mes prédécesseurs, mais je l'annonce, je la pose plutôt dans un autre format. C'est la question relative à la décision du parti de réintégrer les cadres. Ici, je me focalise sur les parlementaires. De réintégrer les cadres de ces partis qui ont été exclus, que vous avez déclaré auto-exclus. C'est une bonne chose parce que
à l'œil nu, nous comprenons que c'est les soucis, c'est pas le souci de redynamiser le parti, c'est pas les soucis de voir toutes les grandes forces du parti revenir afin de former un bloc qui va exiger l'alternance au sommet de l'État. Mais est-ce que vous ne pensez pas, M. Jean-Marc Aboud, qu'en prenant cette décision, vous allez frustrer certains cadres? Ici, je fais allusion aux députés nationaux élus de l'UDPS qui avaient respecté le mot d'ordre de Félix Tshisekedi de ne pas siéger. Aujourd'hui, que ceux-là avaient pris le risque d'enregistrer un manque à gagner par rapport à leurs émoluments. Parce qu'il y en a qui n'ont pas touché à ces émoluments pour avoir respecté l'ordre donné par Étienne Tshisekedi. Avec cette décision, est-ce que vous ne les frustrez pas? Est-ce que ce n'est pas une décision pleine d'injustice? De deux, une autre facette. Les députés qui avaient boycotté l'ordre d'Étienne Tshisekedi. Moi, je voudrais attaquer les taureaux par les cornes. Est-ce que ce n'était pas une petitesse de leur part? Une désobéissance à l'ordre donné. Mais quand vous le réintégrez, alors qu'ils étaient déclarés auto-exclus, vous n'encouragez pas la tétité au sein du parti? Merci. Alors... Vous voulez savoir si je confirme ou je peux confirmer mes propos taxant le peuple congolais d'un peuple naïf? Je confirme ces propos et je les assume. Réellement, dans ce peuple-là, je suis aussi dedans, mais au moins, moi j'ai fait ma part. Pourquoi j'ai dit que le peuple congolais, par moments, nous avons été naïfs? C'est tout simplement parce qu'un monsieur qui a fini son second et deuxième mandat refuse d'organiser les élections conformément à notre constitution, mais le peuple le laisse faire. Sous d'autres cieux, ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous m'attaquez quand j'ai dit que nous allons avoir le pouvoir par tous les moyens. Mais est-ce que vous oubliez qu'il existe une disposition dans notre constitution qui demande au peuple de s'interposer, de barrer la route à tout pouvoir qui bascule dans la dictature au mépris de cette même constitution? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que le peuple a les derniers mots, de faire partir des dirigeants qui ne respectent pas les principes démocratiques et même notre constitution. Tel est le cas de Kabila et de toute sa suite. Ils sont dans une posture où, d'ailleurs très peu confortable, où le peuple, si réellement le peuple était à jour, devrait se prendre en charge et les mettre hors d'état de nuire. Mais ils sont là. Mes propos ne sont pas outrageants, mais plutôt mes propos sont interpellateurs, parce que parfois que le peuple ne comprend pas qu'il est naïf. Parfois que le peuple ne comprend pas que c'est son pouvoir à lui, qu'un monsieur s'étargue la poitrine et les défie. Je suis leader politique, je suis en devoir de dire au peuple de se réveiller, de prendre ses responsabilités pour ne pas être maltraité demain après demain. Donc, cette naïveté n'est pas à démontrer. C'est une naïveté parce que, au-delà que M. Kabila n'a pas organisé les élections dans ce pays, conformément à la Constitution, mais il a refusé de les organiser conformément à l'accord politique que nous avons signé après qu'il ait violé la Constitution. Une fois de plus, le peuple l'a laissé faire. Mais là, d'une manière aussi tranchante, moi je ne suis pas de ceux qui mettent des gants pour parler ou qui passent derrière, à côté de la plaque. Non, 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 moi je suis clair et net. M. Kabila actuellement, il est au pouvoir par la force des armes. Et les plus de 80 millions de Congolais ne devraient pas se laisser faire. Ils devaient s'assumer jusqu'au jour où Kabila devait laisser le pouvoir, parce que le pouvoir, dans tout régime démocratique, appartient au peuple. Mais si le peuple ne peut pas arriver à le faire, voilà la naïveté dont je parlais.
Ce n'est pas une insulte, mais j'estime que le peuple n'a pas joué correctement son rôle lorsqu'on l'attendait le plus. Vous parlez ici du pouvoir que nous allons prendre par tous les moyens. Vous savez, l'UDPS est un parti de la social-démocratie qui opte pour la non-violence et je suis partisan incontestable de cette non-violence. Je veux vous faire une anecdote pour vous faire comprendre que moi je suis un non-violent par excellence. Quelqu'un qui a bien assimilé les leçons de la non-violence auprès de Tshisekedi. C'était la nuit du 11 au 12 mai 2017. Je suis séquestré à la permanence. Après l'avoir conquis de belle manière, parce que notre permanence était confisquée par la police, par le pouvoir qui avait mis la police dedans, j'ai mobilisé la base du parti, nous avons affronté ces policiers et nous avons récupéré la permanence. Alors, nous sommes entrés dedans, la police entourait la permanence. Ils m'ont demandé de partir, je leur ai dit je ne partirai pas d'ici sans que vous n'ayez pas quitté les lieux. J'ai passé près de 48 heures à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe la nuit du 11 au 12? Moi je suis à l'étage, je vois un garde qui monte avec son téléphone. On dit, secrétaire général, quelqu'un veut te parler. J'ai dit, mais de qui tu parles? Vous savez de qui il s'agissait? Il me dit, c'est Kamwina Sapou qui veut te parler. Directement, j'ai chassé ces gars, les quitte devant moi. Quelqu'un était à mes côtés, me dit, non, tu ne peux pas les chasser comme ça. Rappelle-les. On rappelle les gars. On dit, mais appelle ton bonhomme là. Il n'avait pas d'unité. Nous avons appelé avec un autre téléphone. On l'a mis main libre. Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur me dit, non, mais c'est moi Kamwina Sapou. Si tu me donnes ton accord, je viens tuer tous les policiers qui sont là-bas et je te libère. J'ai dit, monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Moi, t'ai donné l'occasion de venir me libérer. T'ai-je dit que je n'ai pas le moyen de sortir de cette permanence? Et je lui ai donné une mise en garde. Je lui ai dit, c'est un parti qui ne basculera jamais dans la violence. Et d'ailleurs, on ne comprend pas comment toi, Kamwina Sapou, tu as quitté les Kasaï pour tout ça. Donc, je lui ai dit que prochainement, et je lui avais même promis, que ces numéros de téléphone, j'allais les remettre auprès de services de sécurité pour qu'ils soient traqués. Parce que nous, on ne peut pas soutenir de telles bêtises. C'est la preuve que nous n'avons aucune intention de plonger notre pays dans les chaos. Mais la guerre, on l'aurait fait depuis très longtemps. Si nous ne la faisons pas, ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas là où on vend des armes, où il n'y a pas de lobby derrière nous qui nous font ces propositions. C'est tout simplement parce que nous n'avons jamais souscrit au schéma de la guerre. Et nous ne souscrirons jamais à ce schéma. Mais nous disons cela pourquoi? Parce que si Kabila ne veut pas comprendre